Abidjan au mois de mars. Les artistes Paul Matisse, Boklay et Famille Djericho arrivent à Korogo un mois plus tard, après un parcours de plus de 700 km à pied. Leur objectif, promouvoir la culture de la paix. Qu'est-ce qui a suscité cette marche? D'abord, je salue la Côte d'Ivoire. Voilà. 700 km, sinon 727 km pour la paix. En Côte d'Ivoire, ça n'a pas été improvisé. Ce sont ces trois artistes que vous voyez là derrière moi. Famille Djericho Djewan, et Boklay et le Bognard et moi-même qui nous sommes assis et qui avons décidé de poser un acte qui allait marquer la Côte d'Ivoire et de par la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde entier. Mais pour la paix dans notre pays, et nous nous sommes dit, mais si la Côte d'Ivoire est en paix, la sous-région est en paix. Et si la sous-région est en paix, ça va rejaillir sur l'Afrique tout entière. Donc, voilà pourquoi nous nous sommes assis et pendant un an, nous avons préparé cette activité. Et nous avons eu des rencontres avec des autorités, certaines autorités, pour bien la ficeler. Et on a décidé, comme on l'avait prévu, qu'elle devait démarrer le 9 mars, le lundi 9 mars. Effectivement, avant le 9 mars, il fallait qu'on mette tout à notre, je veux dire, tous les atouts de nos côtés et puis démarrer. Et c'est ce qui s'est passé. Ça n'a pas été improvisé. Comment s'est déroulée la préparation? Pour être franc, ça a été difficile. Parce qu'au départ, comme je le dis, on n'a pas été mandaté. Donc c'était un peu bizarre dans la tête des gens. On n'a pas été mandaté. Nul ne nous a dit faites ça. On s'est dit, nous sommes levés, on dit pour la Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin qu'on nous mandate. Pour la paix en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin que quelqu'un nous donne le coup de, je veux dire, le coup de sifflet de départ. Donc nous nous sommes vraiment démerdés comme on pouvait parce que financièrement c'était à plat, on était à plat. Et nous sommes allés par l'intermédiaire de Boklay et le Bognard nous endetter auprès d'un mécène que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire, Kanté Faro, pour que nous puissions nous préparer, acheter nos kits, acheter tout ce qu'il nous fallait pour prendre la route. Donc, je veux dire, la préparation a été très difficile pour nous. Voilà. Mais comme on y croyait, nous y sommes arrivés. Et c'est ça qui est l'essentiel. Quel genre de préparation vous avez effectué? Physiquement, nous nous sommes d'abord préparés moralement. Et puis le physique a suivi. Voilà, il faut dire qu'on ne peut pas se lever puis faire 727 km comme ça sans être préparé. Donc, chacun dans son petit coin s'est préparé physiquement. On a essayé de faire des marches sportives d'abord dans nos quartiers et puis ensemble on se retrouve pour, je veux dire, coordonner tout ce qu'on devait faire. Donc, nous nous sommes préparés moralement et physiquement. Y a-t-il eu des séances dans des salles de sport? Non, pas dans les salles de sport, mais nous avons parcouru des kilomètres. Je veux dire, tous les matins, moi par exemple, je me levais à 4h10 et puis je pars, je fais 7 km par jour. Et chacun de nous en a fait autant. Mais il y a des jours où nous nous retrouvons les dimanches et puis nous disons il faut qu'on fasse 10. Et puis on le fait. Donc, je veux dire, physiquement, on s'est apprêté. Tout ça en catimini? Voilà. Parce que, je veux dire, les bonnes choses se préparent dans le secret. Voilà, donc on l'a fait dans le secret. Et puis c'est comme le tam-tam. Le tam-tam, c'est une seule personne qui le sculpte dans la forêt. Mais quand on le joue, il fait danser tout un village, tout un peuple. Donc voilà ce que nous avons fait. Vous vous êtes préparé, c'est vrai. Mais quelle était la réalité sur le terrain? Sur le terrain, ça n'a pas été facile. Il faut dire que même à les quelques heures, on a failli moralement être frappé. Mais nous nous sommes dit, nous sommes lancé un défi. Et puis on a dit, on défend la cause d'une nation qui n'est pas n'importe quelle nation sur cette terre des hommes. On défend notre emblème, on défend nos couleurs. Et nous voulons que ce pays soit stable une bonne fois pour toutes. Donc on ne peut pas résigner. Bon, on a eu plein de bobos sur la route. Des furons, comme on peut le dire, des enflures. Mes 2 pieds ont été incisés à un moment donné de la vie. Boklay a eu une maladie qui a même failli l'empêcher de marcher. Famille Djericho, même notre petit frère qui nous suit de temps en temps, il en a essuyé aussi. Mais on s'est dit que c'est ça là qu'on voulait montrer aux Ivoiriens. Que pour la paix, on était prêt à tout. Donc dans la souffrance, allons-y. Moi-même, il m'est arrivé de leur dire, j'arrête un cas et je retourne à Abidjan. Ils m'ont dit, si tu as essayé, on va te lapider. Donc, les gens, il faut les saluer, il faut vraiment saluer cette équipe-là. On s'est aménagé, on s'est remonté le moral, on s'est donné tout ce qu'il fallait pour qu'on arrive à faire cette activité. Parce que beaucoup n'y croyaient pas. Il y a des gens qu'on a croisés qui ont dit, c'est de la folie. C'est dans les années 10 ou dans les années 20 que nos parents pouvaient marcher comme ça. Avec ce qu'on mange aujourd'hui, là, c'est impossible. Mais on a dit qu'on pouvait le faire.
et avec l'aide de Dieu, avec l'aide du peuple, les prières des Ivoiriens, les prières de nos frères de la diaspora, les prières de toutes les autorités de ce pays-là, on a réussi à le faire. Et nous disons chapeau à la Côte d'Ivoire. Voilà. Pendant votre parcours, comment avez-vous passé les différentes nuits? On s'était déjà préparé parce que nous nous sommes achetés notre kit, et sinon nos kits. On avait acheté des tentes, tout ça pour dormir dessus. Si on n'a pas de dortoir, on n'a pas eu quoi il faut arriver. Mais je veux dire, c'est peut-être 5 fois qu'on a pu dormir sous nos tentes parce que la population ivoirienne a refusé catégoriquement. Quand on arrive dans un coin, ils nous disent, bah, attends, vous n'allez pas venir dans notre village ou dans notre campement pour dormir sous des tentes. Et donc les gens nous ont vraiment, vous voyez qu'on n'a pas perdu la forme, hein. On nous a dit qu'on allait maigrir, mais les gens nous ont gavés comme des fans sur la route. Ils ont tout mis à notre disposition, que ce soit les chefs de village, les présidents des jeunes, que ce soit les autorités préfectorales, les maires, les présidents des conseils régionaux, les DRS, je veux dire, même les forces de l'ordre et de sécurité nous envoyaient de la nourriture sur les routes. Des gens qui ne sont même pas ivoiriens mais qui rentraient chez eux, s'arrêtent pour nous donner de l'eau. Des Ivoiriens courent après nous sur la route pour nous donner de l'eau. Donc franchement, je veux dire, c'est une aventure qui a été sublime. Et on a retenu une seule chose, la Côte d'Ivoire, avec les Ivoiriens, aspire à la paix. Aucun Ivoirien n'est prêt aujourd'hui à donner sa vie, hein, en tout cas pour des élections. Voilà. Quelle a été votre plus grande peur? Ma plus grande peur, ma plus grande peur par exemple, elle a été quand mes pieds ont été incisés et puis je me suis dit que Dieu risque d'abandonner. Parce que ça allait être une honte pour moi. Sincèrement, ça allait être une honte. J'aurais échoué. Même si j'avais déjà fait 500 km, mais je veux dire que ça allait être un échec. Et grâce à mes frères, je veux dire, nous y sommes arrivés. Et là, il faut dire merci au préfet de la ville de Katiola et au directeur de l'hôpital de Katiola. Et avec eux, tous les infirmiers, tous les hommes de santé, les femmes de santé qui étaient ce jour-là de garde, qui se sont vraiment, mais alors vraiment occupés de nous. Ils ont tout mis à notre disposition. Ils ont fait tous les examens. En tout cas, ils ont fait le boulot qu'il fallait. Et à Tafiré, encore, je veux dire, le préfet, le maire ont tout pris en charge pour que mon deuxième pied soit incisé. Donc, je veux dire, c'était vraiment fabuleux. On a vu que l'hospitalité en Côte d'Ivoire reste intacte. Et comment avez-vous fait pour continuer? Oh non, à faire que quand ça a été fait, le lendemain on est parti. Hein. C'est à Tafiré qu'on a perdu 2 jours parce que la douleur était vraiment intense. La douleur était intense. Lui-même, il m'a dit non, on ne part pas maintenant. Et ils m'ont cloué au lit pour que je puisse me remettre un peu. Et voilà, c'est pour ça que je dis chapeau à ces 2 messieurs qui sont derrière moi. Famille, quelle a été votre plus grande peur? Sérieusement, l'objectif étant devant nous, on a eu des bobos, hein. On a eu des bobos, mais peur en tant que telle, ce n'est pas faire la fine bouche. Moi, je n'en avais pas. Je savais qu'on devait arriver à Korobo, ça allait chauffer, et ça on s'était dit avant de démarrer. Ça n'allait pas être facile, donc dans la tête, on était préparé. Donc, c'est vrai qu'à un moment, moi je traînais les pieds, comme j'ai l'habitude de leur dire, moi je gérais mon énergie, parce que qu'on a un point de chute, mais des peurs en tant que tel, non, j'en avais pas. C'était déjà sorti de la tête, on avait un objectif à atteindre, il fallait l'atteindre. Voilà. Et toi, Bouklai? Que nous, donc, soit son état de santé nécessite qu'il arrête. On ne savait pas ce qu'on ferait. Soit on arrêtait tous, ou bien des autres continuaient, mais ça n'aurait pas eu la même saveur. Voilà, c'était ma plus grosse peur. Il y a des Ivoiriens qui se posent encore la question, est-ce que vous avez vraiment marché d'Abidjan à Korogo? Je veux juste leur dire, à ces Ivoiriens-là, qui sont très sceptiques d'ailleurs, d'aller au commandement supérieur de la gendarmerie et de demander. Parce que nous étions suivis par les gendarmes et les policiers, je veux dire, de jour comme de nuit. Et il y a même une autorité de Katiola qui a voulu vérifier ça de ses yeux. Quand on quittait Bouaké pour venir à Katiola, cette autorité nous a dépassé. Elle a pris sa voiture pour aller vérifier si on marchait. Elle a pris sa voiture pour aller jusqu'à Bouaké, revenir et nous dépasser en cours de route pour vérifier effectivement si on marchait. Il faut même demander aux transporteurs. Il y a des jeunes qu'on a dépassés tout à l'heure là, qui disaient oui, on les a dépassés dans telle ville. Là, dans telle ville, on était dans un village Koloka, où des gens même étaient en train où on passait, les gars tenaient une réunion, on dit mais ceux-là, ils sont forts. On les a dépassés ici. Donc, je veux dire, nous, on n'a rien à prouver à qui que ce soit. On n'a pas à se justifier devant tout qui que ce soit. Nous avons un seul juge, il s'appelle Dieu. C'est lui que nous prenons à témoin. Et ce que nous avons fait. Parce qu'il
Personne ne nous a demandé quoi que ce soit. Donc on n'avait pas à tricher ou à faire n'importe quoi. On a dit qu'on fait une chose, on l'a fait. Parce que c'est venu de nous. S'il fallait tricher, on n'a jamais dit qu'on a fait ça. J'ajouterais qu'il faut s'ignorer pour penser que 700 km c'est quelque chose de grand. Nous, en partant de là-bas, on n'y croyait pas, nous-mêmes. Mais à un moment, on s'était tellement revigorés les uns et les autres que 700 km, si on nous demandait de le refaire, on le referait à l'aise. Parce que maintenant, on connaît le chemin, on connaît la route, on connaît les réalités. C'est vrai qu'on avait fait des simulations, mais il faut que l'homme sache que nous sommes au-delà de ce que nos esprits nous donnent comme limite. Allons-y au-delà des limites. 700 km, c'était rien du tout. Quand tu as Dieu avec toi, quand tu as la foi en Dieu, tout simplement. Avez-vous fait des publications sur votre aventure? Boukla était vraiment outillé à cela et il a fait régulièrement notre décollage, nos points de chute, tout et tout. Mais il fallait que les Ivoiriens vivent cette aventure avec nous. Et les Ivoiriens l'ont vécu avec nous. Parce que dès que Boukla faisait un direct, paf, tout le monde était connecté et puis on échangeait. Mais ce qu'on a regretté, c'était l'absence d'une équipe de reportage avec nous. Parce que les Ivoiriens auraient vu que pour une fois. Et puis ça allait être plus grand, et puis je dis plus grand qu'une télé-réalité même qu'on a vu de voir. Parce que ça a été une aventure qu'il fallait vivre. Il y a eu des moments où nous nous sommes criés dessus. Bob dit je retourne. Nous, si tu ne retournes pas. Et puis c'était vraiment immense. Il fallait vraiment vivre ça. Notre seul regret, ça a été qu'on n'ait pas eu d'équipe de reportage. C'est pour ça qu'il y a des sceptiques. Et si d'aventure on voulait se justifier quand même, hein, on peut les comprendre. Mais on n'a pas à se justifier. Parce que 727 km, on les a dans le pied. On les a dans le pied. Et on dit, gloire à Dieu. Il n'y a que lui ce qu'on rend gloire. Et nous avons appris qu'il y a eu un certain Sila qui vous a prêté main forte. Son apport nous a été vraiment très, très, très important. Parce que les bagages qu'on traînait, sincèrement, on ne pouvait même pas faire 10 mètres. Chacun de nous transportait au moins 25-30 kilos. Hein? Et donc le monsieur il est venu et dit, bon, mettez tous vos bagages dans ma voiture. Donc nous sommes dans ces sacs, il n'y a que l'eau et puis les gels, les médicaments qu'on transporte. Sinon tout ce qui est sac de couchage, tout est dans la voiture du monsieur et il s'en va, il nous devance pour trouver un coin où on peut placer nos tentes pour se reposer s'il est tard parce qu'on a décidé de ne pas marcher la nuit. Donc on évitait carrément de marcher la nuit. C'est vrai qu'on veut faire une action, mais il faut qu'on puisse rendre compte aux Ivoiriens, donc il faut qu'on soit en bonne santé et il faut qu'on soit vivant. Donc il fallait aussi préserver notre santé et nos vies. Donc on ne marchait pas la nuit. Donc c'était lui appartenait d'aller vraiment voir un coin où on pouvait déposer nos tentes et puis nous reposer et puis le lendemain partir. Donc vraiment il nous a été d'un grand apport ce monsieur. Il faut lui dire merci. C'est quoi la suite? La suite c'est un bon repos pour un moment sur Korogo. Merci. C'était le marcheur de la paix.